Bonjour, je me présente Mahdi Waddah, consultant formateur en GRH depuis maintenant plus de 2 ans, métier que je me suis approprié alors que j'étais encore DRH dans des entreprises. J'avais cumulé plus de 30 ans d'expérience. Donc j'ai acquis certaines méthodes pédagogiques qui m'ont permis donc de conjuguer mes expériences d'entreprise pour pouvoir partager les contenus ou solutions tant en formation que en conseil GRH. Aujourd'hui, on va aborder un thème de GRH qui s'intitule l'analyse des postes de travail. Je commence donc par poser deux questions à un DRH ou un responsable des ressources humaines et un manager. Au RH, généralement, on lui pose la question est-ce qu'il trouve des difficultés de répondre à un candidat sur des missions qu'il attend au poste auquel il postule. C'est-à-dire lors d'un entretien, par exemple, il a eu des problématiques, par exemple, de cerner des compétences requises au poste occupé par ses collaborateurs pour bien les utiliser. Bon, si on répond par oui, bien sûr, on peut dire qu'on a besoin quand même de connaître ce que c'est que l'analyse des postes, à quoi ça va servir, parce que c'est quand même un outil incontournable qui apporte des réponses justement à ces deux problématiques qu'on vient de voir précédemment. Donc l'analyse des postes, en fait, c'est quoi? C'est, disons, une méthodologie qui découle des études d'organisation du travail qui ont été conçues, ont été conçues donc les techniques et méthodes pour faire cette analyse. Commençons donc par définir un poste de travail à travers cette image d'un capitaine de navire qui donne donc qu'est-ce qu'il doit faire en utilisant tous les moyens et pour exercer les tâches qu'il faut. Ce qui nous conduit à pouvoir définir un poste de travail, tout simplement, que c'est un couple homme, outils, ressources, machines. Donc, ce couple-là représente le poste de travail. Et généralement, il est basé sur l'élaboration des tâches. Donc, c'est l'ensemble des tâches avec le titulaire du poste qui font le poste de travail et il représente l'essentiel de l'organisation. Donc, les axes méthodologiques de cette analyse du travail, donc si on parle d'analyse du travail, il y a une méthodologie, il y a des axes donc à respecter. Il faut quand même une certaine rigueur. Donc il y a deux axes très importants, c'est les qualifications et les moyens importants, c'est les qualifications et les moyens et conditions de travail. Alors les qualifications, elles sont représentées par l'analyse des tâches. Donc on commence par l'analyse des tâches. Il y a deux sortes, les tâches prescrites, donc qui sont constitutives du poste de travail, c'est le cahier des charges qui est déjà préétabli, c'est le prérequis au niveau de l'entreprise, au niveau des organisations. Donc c'est ce que devrait faire un poste de travail, disons, le prérequis. Mais il y a les tâches réelles qui sont faites par le titulaire du poste sur le terrain. À ce moment-là, ça permet justement de vérifier et de trouver les incohérences qui existent entre les deux. Des deux volets de tâches, donc tâches prescrites et tâches réelles, on doit déduire les compétences requises parce que pour effectuer des tâches, il nous faut des compétences. Ces compétences doivent être identifiées et on peut, avec certaines méthodes, aller jusqu'à identifier une compétence. Le deuxième volet, le deuxième axe, c'est les moyens et conditions de travail qu'on doit analyser qui sont importants parce que ça influe sur les tâches d'une part et puis ça nous permet aussi de connaître les conditions d'exercice du poste, les ambiances de travail, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que les tâches prescrites? J'avais dit tout à l'heure que c'est comme un cahier des charges qui est déjà prérequis. C'est ce que veut l'entreprise que les tâches soient faites d'une certaine manière au niveau d'un poste de travail. Donc, c'est pour atteindre des objectifs, utiliser des procédures à suivre, une certaine rigueur, les moyens techniques qui sont mis à la disposition, et puis l'organisation aussi du travail à travers la répartition des tâches entre les différents opérateurs. Ça, c'est ce qui est prescrit. Maintenant,
Les tâches réelles, c'est en fait ce qu'on va observer à travers l'analyse justement du poste de travail, c'est ce qui est effectué par le titulaire du poste réellement sur place. C'est en fait la tâche réelle, c'est la représentation que le titulaire du poste se fait de son travail. Ensuite, il y a, une fois qu'on aborde ces deux volets, donc de tâches, donc toujours dans l'axe qualification, on doit donc déterminer les compétences qu'il faut pour exercer les tâches. Les compétences, on peut les définir en trois volets. Il y a les compétences de connaissance, c'est ce qu'on appelle savoir. Le savoir, donc, c'est tout ce qu'on acquiert à travers les études, à travers les formations, l'apprentissage, etc. Donc, c'est beaucoup plus théorique. Les compétences techniques, c'est le savoir-faire, c'est ce qui se fait sur le terrain, c'est ce qu'on acquiert en exerçant. Et c'est la maîtrise de certaines techniques, des moyens, par exemple des logiciels, des procédés, des outils, utiliser des outils, des méthodes de calcul, etc., qui permettent l'accomplissement d'une tâche. Et le savoir donc est acquis notamment en exerçant. Le troisième type de compétences, c'est les compétences comportementales qui sont très nécessaires en ce moment, surtout actuellement dans l'analyse des postes modernes. Les soft skills qu'on appelle, c'est-à-dire l'appellation en anglais, on les trouve vraiment souvent et on les met en évidence actuellement, surtout par exemple dans les postes de commercial, dans les postes de commandement, de tout ce qui est encadrement, etc. Donc c'est toutes les qualités personnelles qui sont développées par le titulaire du poste à travers des actions et donc en tant qu'acteur social. C'est les traits de personnalité, etc. On peut les mesurer aussi par des tests, hein, bien sûr. Bon, le deuxième axe qu'on vient de voir, donc les qualifications. Ensuite, il y a les moyens et les conditions de travail. Là aussi, ça influe sur l'exercice des tâches et en même temps, ça nous permet aussi d'étudier l'environnement du travail à travers le volet conditions et ambiance de travail, tel que le lieu de travail, ce que ça se fait en atelier, au bureau, en chantier. Donc ça influe un petit peu sur les conditions de travail, sur la façon de faire la tâche. Et puis, ça permet aussi, à travers la connaissance, l'analyse de ce volet-là, d'améliorer, de faire des études d'amélioration des conditions de travail, de faire de la prévention des risques, etc. Donc c'est quand même très important. Donc pour aboutir à tout ça, il faut des techniques d'analyse du travail. Il en existe qui sont un nombre important, enfin, important, mais la plupart des techniques qui sont utilisées sont un peu compliquées, ça fait appel à des spécialistes. Nous, on se limite donc à parler de la technique de l'entretien, qui sont accessibles, et de l'observation au poste de travail. Donc c'est ce qu'on utilise le plus souvent, où on peut former même du personnel en interne dans l'entreprise pour pouvoir faire de l'analyse du travail. Alors, il y a trois étapes donc qu'on peut utiliser à travers l'entretien, mais qui dit entretien ne dit qu'il faut quand même être rigoureux. Ce n'est pas un interview journalistique, hein. C'est quand même, on doit être muni d'un guide d'entretien. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on va, quelle information on va récolter. Donc un support est nécessaire pour pouvoir faire un entretien bien ciblé avec le titulaire du poste et le responsable hiérarchique. Pourquoi les deux sont nécessaires? Le titulaire du poste, c'est lui qui exerce, celui qui connaît donc les tâches réelles, etc., qui peut nous répondre sur ce qu'il fait exactement et qui nous permet de comparer ça avec les tâches prescrites. Le responsable hiérarchique, il a encore plus d'expérience, il a une vision encore globale de son équipe, etc. Donc, il a une approche encore différente du titulaire du poste. Donc, c'est bon de compléter ça. L'entretien se fait aussi, l'observation doit se faire en parallèle avec l'entretien, c'est-à-dire tout en faisant l'interview du titulaire ou du responsable hiérarchique, on observe ce qui se fait, tout en recueillant les documents ou tout ce qui est support pour exercer la tâche.
Sauf que l'observation, on va la voir maintenant, qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est-à-dire pour tout. On ne peut pas observer tout, on doit observer que ce qui est observable, c'est-à-dire on ne peut pas observer le raisonnement du titulaire du poste, les connaissances qu'il utilise, sa façon de penser, comment. Par contre, on peut observer la dextérité, les gestes, les déplacements, les postures, etc. Et là, ça permet quand même de compléter les informations qu'on recueille à travers l'entretien. Alors, voilà, on est arrivé à terminer notre analyse disons, le recueil d'informations à travers la méthode d'analyse du poste de travail. Maintenant, on doit aboutir à élaborer un produit fini qui va être vraiment un produit qui va être utilisé pour les applications GRH et même dans l'organisation du travail. Donc, c'est la évidence exclusivement les descriptifs des tâches et les qualifications requises pour les exercer, parce que, bon, c'est ce qui nous permet donc, disons, de se projeter dans la gestion RH d'une manière générale. Par contre, les conditions de travail sont exploitées dans les études collectives d'amélioration du cadre du travail ou de prévention des risques. Mais c'est aussi un volet très important. Alors, que contient la fiche de poste? Comment elle est constituée? D'abord, une fiche de poste, c'est en fait une carte d'identité d'un poste de travail. Donc, il doit comporter donc son identification d'abord. Sa dénomination doit refléter notamment les descriptifs des tâches. Il faut absolument que l'appellation d'un poste, si on dit que on étudie un poste, on donne une appellation de comptable matière à un poste de travail, c'est qu'on avait décrit des tâches ou matière à un poste de travail, c'est qu'on avait décrit des tâches où il fait réellement de la comptabilité matière. Il faut qu'on retrouve un peu ça. La raison d'être du poste. La raison d'être du poste, c'est son importance. Pourquoi existe-t-il dans l'organisation? C'est-à-dire, c'est réellement la raison de création de ce poste, en fait. Quel est son rôle principal? Sa place dans l'organisation. Donc, on doit le décrire, on doit donc décrire son rôle principal, c'est un peu le résumé de toutes les tâches qui sont faites. La finalité du poste, c'est son poids, c'est l'impact, c'est le degré de contribution qu'il apporte dans les résultats, par exemple, disons, d'une activité. Déjà, la fiche de poste permet disons, d'identifier un poste et de conclure à dire qu'il le faut, ce poste-là. On n'a pas créé un poste fictif. Voilà, déjà, c'est ça. Ensuite, il y a le plus important donc, de la fiche de poste, c'est les tâches. Les tâches qui vont, bien sûr, déterminer les qualifications et qui vont nous permettre donc de faire toutes les applications qu'il faut. Ça commence par les directives reçues, c'est normal, c'est la matière première, c'est comment se déclenche le travail, les instructions, qui les donne, est-ce qu'il y a le degré d'initiative qui est mis en valeur ici, s'il y a un travail de conception qui est fait, s'il y a de réflexion, ou là c'est juste des instructions qui sont données strictes et l'autre, le titulaire du poste, il n'a qu'à exécuter. Donc c'est très important, ça met en évidence déjà le côté qualification. Les tâches principales, là, elles sont importantes parce qu'elles doivent être décrites d'une manière bien précise, par ordre d'importance, et il faut secondaire qui ne mettent pas en valeur le poste en réalité. Une fois qu'on a décrit donc les tâches, on passe aux compétences requises qui sont nécessaires à exercer ces tâches. Et là, on a cité tout à l'heure les différentes compétences qu'il faut, qui sont en rapport avec les tâches, chacune des tâches. Quel type de compétences il faut en matière de savoir, savoir-faire et savoir-être. Le référentiel de compétences qu'on identifie pour un poste donné nous permet d'identifier le profil du poste. Le profil du poste, en fait, c'est un profil de formation, d'expérience. C'est-à-dire, c'est généralement ce qu'on trouve dans les annonces d'offres d'emploi.
ils ne sont pas faits de manière fictive. C'est sur la base de compétences qu'on se dit qu'il faut, qu'il me faut un niveau d'études de formation universitaire, ou le niveau de formation professionnelle, il lui faut une formation de langue, il faut qu'il maîtrise l'informatique, etc. Et aussi l'expérience dans le domaine, dans quel domaine on doit justement chercher le candidat. Par exemple, donc c'est à travers justement ces tâches, les compétences requises, qu'on peut définir le profil. Et les qualités personnelles, c'est normal, c'est des compétences tout simplement comportementales. Alors, pour réussir une bonne description de poste, et surtout une bonne fiche de poste, il faut absolument respecter des règles de rédaction. C'est très important, parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre le contenu. Alors, chaque phrase doit commencer par un verbe actif qui décrit, c'est-à-dire la tâche est traduite en action. C'est pas quelque chose de passif, c'est du travail. Ensuite, il faut employer les termes précis, décrivant exactement l'opération effectuée, éviter les termes vagues, par exemple, si possible, utiliser des indications de mesure, le poids, la quantité, par exemple, la planification dans le temps, la durée, la période, par exemple, pour effectuer telle tâche, est-ce qu'elles sont répétitives, est-ce que tout ça doit être précisé pour mettre en valeur, disons, les tâches et leur donner le poids qu'il faut. C'est pour ça qu'on résume ça en ce que j'appellerais les règles des 4 C, c'est-à-dire la description doit être complète, correcte, concise et claire. Donc, alors complète, elle doit donner des indications précises, pouvoir l'évaluer pour pouvoir déterminer la pesée du poste. Donc la tâche doit peser quelque chose. Elle doit être correcte, donc il faut qu'elle soit conforme à la réalité. Concise, c'est-à-dire il n'y a pas de superflu, il ne faut pas trop surcharger, il faut éviter des faits, une description qui n'apporte rien. Il faut qu'elle soit claire, donc pas de confusion, les tâches à décrire dans un ordre logique de préférence, quand c'est possible bien sûr, parce que c'est pas possible dans tous les postes. Donc les 4 C doivent être respectés pour pouvoir atteindre, disons, un objectif de rédaction correct, disons exhaustif, qui permet d'être exploité réellement dans toutes les applications et comprises par les utilisateurs. Voilà, on arrive donc à, disons, on a terminé donc notre produit fini, c'est la fiche de poste, on l'a rédigée, disons qu'elle est correcte, elle est complète, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'analyse des emplois de travail et le support principal qui en découle la fiche de poste a une implication, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la gestion des ressources humaines sous des multiples applications. Évidemment aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, que la fiche de poste sert aussi d'outil pour faire de l'amélioration de l'organisation, telle que, je sais pas, l'amélioration des méthodes de production, etc. Pour ce qui est de la GRH, il y a les applications suivantes, notamment l'évaluation et la pesée des postes de travail. Donc, à travers donc, les tâches, les compétences, ça nous permet donc de faire une évaluation correcte, de pouvoir discriminer les tâches entre eux, les postes entre eux, à travers les tâches et les compétences, pour pouvoir faire une classification exhaustive et pouvoir ensuite en faire, par exemple, un système de rémunération. Les grilles des salaires, c'est comme ça qu'on les fait. Il faut, si on veut atteindre une équité, il faut qu'il y ait, faut que ce soit basé sur le poids des postes. Bon, il y a la sélection et le recrutement, donc c'est tout à fait normal que il faut identifier les postes, il faut le connaître, il faut savoir ce qu'il fait, et surtout avoir un référentiel de compétences pour pouvoir justement faire une sélection bien ciblée par rapport à ces compétences. La formation,
Bon, la fiche de poste est utilisée surtout toujours par rapport au référentiel de compétences, parce qu'on forme que par rapport à des besoins. Les besoins sont déterminés par les écarts de compétences. S'il n'y a pas d'écart de compétences, on n'a rien à former. Ou alors, s'il y a une compétence à acquérir, elle est nouvelle, parce qu'il y a des évolutions techniques, etc. La technologie évolue tout le temps. Donc, c'est à travers donc la fiche de poste et son évolution, son actualisation, qu'on peut faire de la formation et du développement. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est toute une stratégie donc d'emploi et de compétences qui s'inscrit dans la stratégie générale de l'entreprise. Ça permet donc d'anticiper sur les évolutions futures des emplois, des postes, des compétences. Donc la fiche des postes représente un socle, hein, un outil qui nous permet donc de se projeter sur l'avenir des emplois, projeter sur l'avenir des emplois, des postes de travail et des compétences au sein de l'entreprise. Le dernier volet, c'est l'étude ergonomique des conditions de travail. Ben là, comme on l'avait dit, bon, c'est le deuxième axe de l'analyse, qui sont donc les moyens et les conditions de travail, qui permettent quand même de faire des études ergonomiques, d'améliorer le bien-être physique, bien sûr, et moral au travail, et faire aussi beaucoup plus la prévention des risques professionnels, etc. Donc, vous voyez bien que la fiche de poste, c'est vraiment un outil très important et qui nous permet donc de faire beaucoup de choses avec. C'est vrai que ce n'est pas le seul outil, mais il représente un socle au niveau de l'organisation. Voilà, je pense que je suis arrivé donc à la fin de la formation. J'espère que j'ai répondu à votre attente. Et je vous remercie. J'espère qu'on se rencontrera dans d'autres formations.